ma deuxième vidéo où nous allons rentrer enfin dans le vif du sujet, à savoir mon début de parcours PMA. Tout d'abord, en youtubeuse, confirmé maintenant que je deviens, je vous invite à vous abonner, non pas pour avoir de la notoriété, mais pour que toutes ces femmes puissent m'écouter et avoir des questions, à leurs réponses, de l'aide. Et encore une fois, voilà, vous avez tout ça dans ma première vidéo qui a été trop longue. Voilà, je me lance donc dans le vif du sujet. En 2002, quand je finis mes études d'aide-soignante, je rencontre donc Monsieur J, avec qui je suis restée une dizaine d'années. Nous nous installons très rapidement ensemble. Nous prenons donc notre premier appartement où il n'y a qu'une chambre. Nous décidons 4 mois après de faire les tests de nos sérologies pour voir si tout va bien, parce que ça marche entre nous et que je me dis que c'est l'homme de ma vie. Donc voilà, donc on fait les tests, tout est négatif bien sûr, forcément, heureusement j'ai envie de dire. Et puis, je ne sais pas pourquoi, au fond de moi, il y a toujours eu quelque chose qui me disait que pour procréer, j'aurais un problème. Je ne sais pas pourquoi, c'était inscrit au fond de moi, c'était ancré au fond de moi, au plus profond de moi. Et je savais que j'aurais un problème. Je ne savais pas pourquoi, c'était comme ça, j'avais ce ressenti. Donc on s'installe ensemble, on prend ce premier appartement, on fait nos tests, tout se passe bien, on vit notre meilleure vie, on voyage, enfin voilà, on prend un chien, enfin voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Entre-temps, je change de travail, je gagne extrêmement bien ma vie, lui aussi gagne très bien sa vie. Et nous décidons de déménager en 2004 et de prendre un appartement plus grand, mais de ne toujours pas acheter encore. On achètera 3 ans plus tard. Donc nous prenons un appartement où il y aura 2 chambres, une pour nous et une pour le bébé, avec un appartement où j'ai un coup de cœur. Voilà, et nous commençons à y penser tout doucement, à en parler. De toute façon, si nous avons pris cet appartement, c'est bien pour faire un bébé. Et ça se fait naturellement, en fait, on ne se pose pas de questions. On commence à faire l'amour pour faire un bébé. Alors, non, bien sûr, on se fait plaisir, mais ce que je veux dire, c'est que je commence à calculer mes périodes d'ovulation, je commence à faire des courbes de température, je commence à acheter les premiers tests d'ovulation qui commencent à exister et à apparaître sur le marché. Je lui dis de se restreindre et d'attendre pour faire l'acte au moment de mes ovulations, sachant que j'ai toujours eu des cycles de 28, 30, 32 jours, enfin c'était du n'importe quoi. Sachant que moi je faisais toujours mes frottis, il n'y avait jamais rien eu, je n'avais jamais eu de gynécologue puisque je n'avais jamais eu besoin de contraceptif, donc je n'ai jamais pris de contraceptif. Donc voilà. Et puis au bout de 2 ans, toujours rien, toujours rien. Et là, les questions, les collègues qui tombent enceintes, les déceptions, les remarques de la famille pendant les repas de famille. Alors, vous n'avez pas le mode d'emploi, alors, il tire à blanc ton mec. Enfin, ça, c'était pas trop la famille, mais je dirais plus les amis. Voilà, les collègues qui commencent à tomber enceintes, cette frustration de voir des ventres ronds commence à me peser, commence à me faire du mal, vraiment. Et puis un jour, je me dis, il y a un problème. Donc je vous passe ces 2 ans où ça a été un petit peu compliqué et où ça a été même compliqué pour lui, qui me disait que j'en faisais une obsession et que ça viendrait quand ça viendrait et que bien sûr c'était dans notre tête. La phrase qu'on a toutes entendue. Bien sûr, ce n'était pas dans ma tête. Et là, il faut bien que je me rende à l'évidence, 2 ans d'essai, à savoir qu'on considère un couple comme infertile au bout de 18 mois d'essai,
sans résultat. Donc nous, aucun résultat, même pas une fausse couche, même pas, enfin, ce que je n'aurais pas souhaité, mais rien, nada, nada, nada. Et dans la maison de retraite où je suis, j'ai une formidable IDE, infirmière, qui est mon soutien, et elle se confie à moi un jour où je craque littéralement sous le poids. On était en train de fumer une clope en pause, on venait de finir nos toilettes, et là il y a une fille, comme tant d'autres, qui dit « Oh là là, j'ai arrêté la pilule il y a 2 mois, je comprends pas, je suis toujours pas enceinte. » Et là je la regarde, je lui dis « Mais t'es sérieuse? T'oses dire ça devant moi? Chez moi ça fait 2 ans que j'essaye. » Et je ne savais toujours pas que j'allais être en parcours PMA. Et elle me dit oui, mais t'en fais une obsession. Enfin voilà, le genre de choses, les genres de critiques qu'on peut entendre et qui fait mal. Et moi, je suis pas du genre à quelqu'un qui ferme ma bouche. Donc tout de suite, je suis devenue agressive au boulot. Je suis devenue méchante à chaque annonce de grossesse. Je ne voulais pas en entendre parler, à part si c'était mes copines ou mes collègues préférés. Mais en l'occurrence, cette fille-là, c'était pas du tout ma collègue préférée. Et donc, suite à ce qu'elle m'a dit, je fonds en larmes dans le bureau de mon IDE, je vais la voir. Et là, elle me confie que c'est la première fois de ma vie que j'entends le mot PMA, procréation médicalement assistée. Sauf qu'elle, c'est encore pire, elle est obligée d'aller en Espagne pour des dons d'ovules. Mais elle a quand même eu un petit garçon avant. Et on ne sait pourquoi, après, elle a voulu un deuxième. Il a fallu qu'elle aille se battre en Espagne. Et cet enfant, elle ne l'a jamais eu. Et elle commence à me parler. Elle commence à me parler de ce parcours. Elle commence à me donner le numéro de ce gynéco qui va me suivre jusqu'en 2011, jusqu'à ce que je perde Gabriel. Mais ça sera un autre sujet. Et là, les choses commencent. Les choses véritablement commencent. Donc, nous prenons... Monsieur J est tout à fait d'accord. Il comprend bien qu'au bout de 2 ans sans résultat, et vraiment nous étions prêts, nous étions posés, nous avions de l'argent pour accueillir cet enfant. J'ai toujours eu aussi besoin de materner très tôt. Ça a toujours été quelque chose qui a été ancré en moi dès mon plus jeune âge, mais je ne voulais pas faire un enfant sans situation. Et de toute façon, il ne serait jamais arrivé. À savoir que j'ai eu 2 histoires avant, mais je me suis toujours, on va dire, protégée. Alors, pas par pilule ou quoi que ce soit, parce que je n'ai jamais pris de contraceptif, mais par préservatif. Protégez-vous, les filles, s'il vous plaît. Je n'en parlerai jamais assez. Ça, c'est une petite aparté. C'est des choses qui me font flipper. Protégez-vous. Les chlamydia peuvent faire beaucoup de mal. J'ai vu des collègues devenir infertiles à cause de la chlamydia. Et bien d'autres IST ou MST. Voilà, petit aparté. Protégez-vous. Donc nous rentrons dans le vif du sujet, nous contactons cette ponte, parce que c'est une ponte dans son domaine. Elle a arrêté l'obstétrique et la gynéco pour se consacrer à la PMA. Nous la contactons, son cabinet est à 45 minutes de chez nous en voiture. Nous avons un rendez-vous très rapidement. Donc là, les choses sérieuses commencent. Sérologie pour les 2, c'est-à-dire le sida, tout ça, la TSH pour moi, le spermogramme pour monsieur, le 100% à lancer, et voilà, sachant que moi je suis passée par une gynéco dite privée. Je n'ai pas été dans un centre de PMA, parce qu'avant les centres de PMA, je ne pense pas qu'il en existait. Si, il devait en exister, mais moi je suis passée par une gynéco, par une spécialiste de la PMA, qui faisait les ponctions et tout ça dans d'autres hôpitaux. Son cabinet était situé dans son cabinet, je dirais pas la ville, mais nos examens, c'est-à-dire les piqûres et tout ça, les ponctions, les transferts et tout ça, se faisaient dans d'autres hôpitaux. Mais c'est elle qui venait sur place. Donc nous voilà repartis avec ce premier rendez-vous, plein d'espoir. Il y a aussi l'hystérosalpingographie qui sert à... C'est pour la femme,
qui sert à déboucher les trompes à l'aide d'un produit. On vous allonge sur une table. Il y a les radios on vous prend des clichés de radio de tout votre utérus, de toute la matrice. Hein. Et en plus, on vous insère 2 espèces de tubes avec un produit que nous achetons, enfin qui est remboursé. Je pense qu'on n'avait pas encore si on avait le 100% quand j'ai fait mon hystérosalpingographie, et qui consiste à déboucher les trompes. Premier, on va dire, examen à faire pour voir si les trompes ne sont pas bouchées. C'est-à-dire commencer par le commencement, voir ce qui cloche. Déjà, spermogramme pour monsieur et hystérosalpingographie pour moi, pour voir si les trompes ne sont pas bouchées. Ensuite, tout ce qui est prise de sang, la TSH ou ça, je me suis, c'est hormonal. Je ne m'y suis donc jamais trop intéressée. Je sais que j'avais un faible taux d'ovulation, donc je ne me voulais pas bien. Et mes cycles étaient courts ou longs. J'avais mes règles des fois pendant un mois, des fois je ne les avais pas. Des fois ça durait 28 jours, des fois 32. Enfin voilà, c'était complètement déréglé là-dedans. Donc je passe cette hystérosalpingographie. Voilà, donc ces résultats de spermogramme tombent, catastrophiques, anéantis. Pour un homme, c'est horrible, faut le dire clairement. Pour un homme, ça touche à sa virilité. J'essaye de le rassurer comme je peux. Forcément, on n'en parle pas à la famille pour l'instant. Hein, ça sert à rien de les alarmer. Bon, moi, mes parents, ils sont pas présents, mais sa famille qui est très présente et même très présente. Ça n'aurait pas été leur enfant, ça aurait pas été le mien, ça aurait été leur gosse. Mais bon, bref. On ne dit rien. Je vais donc à cette fameuse hystérosalpingographie qui m'a marquée, comme beaucoup d'autres examens et comme beaucoup d'autres choses que j'ai vécues. Je suis tellement tendue que le gynéco, le radiologue, enfin non, il y a un radiologue et il y a le monsieur qui est face à votre vagin pour vous insérer ce fameux produit pour déboucher vos trompes. Je me crispe, il n'arrive même pas à atteindre mon utérus. Je pleure en silence, il voit mes larmes, me dit bon écoutez mademoiselle, parce que encore à l'époque on s'appelait mademoiselle, on va pas insister, vous en repasserez une, vous verrez avec votre gynéco, je n'arrive pas à passer le col, alors soit vous êtes trop stressé, soit il y a un problème. Je repars littéralement en pleurs, mais ma vie s'écroule, c'est-à-dire, et j'en suis qu'au début. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi elle n'a pas réussi à atteindre le col de l'utérus? Ma voix en tremble, parce que je me remémore ce jour, je me revois dans la voiture, mais pleurer. Et entre-temps, le radiologue me dit, c'est bizarre, je vois une agrafe sur vos trompes. Je dis oui. Il me fait, avez-vous subi des actes chirurgicaux? Je lui ai écouté, oui, j'ai eu l'appendicite quand j'avais 13 ans. Il fait, écoutez, ils ont dû abîmer une trompe. Ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il n'ait pas pu passer son tube et son produit. Mais il me dit, il y a quand même quelque chose de louche parce que je vois cette agrafe qui est restée sur votre trompe. Est-ce qu'elle n'a pas été amochée? Là, je me dis, mais c'est pas possible. Ça, plus ça, plus ça. Elle me dit, écoutez, contactez l'ancien hôpital où vous avez fait votre appendicectomie quand vous aviez 13 ans. Ouais, ok, d'accord. Je contacte donc cet fameux hôpital, je reçois mes résultats. Effectivement, ils ont oublié une agrafe. Je reprends rendez-vous avec ma gynéco, enfin celle de la PMA, qu'on va appeler le docteur L, et qui me dit, vous inquiétez pas, l'agrafe ce n'est pas grave, on va programmer une celluloscopie. Je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok, elle me rassure, mais elle ne dit jamais s'il y a un problème pour lui ou pour moi. Elle ne veut pas, en fait, dire c'est de ta faute ou c'est de sa faute. Elle veut synchroniser le couple, que le couple reste une entité soudée
parce que c'est des épreuves tellement dures qu'elle ne veut pas incriminer la femme ou l'homme, pour que le couple ne se dise pas « Ah, c'est de ta faute, ah, c'est de ta faute si je n'y arrive pas », enfin voilà. Donc elle évite tout ça, elle ne nous dit pas vraiment ce qui se passe, elle voit que le spermogramme, et nous le voyons, n'est pas bon du tout. Et elle voit que moi, il faut aller farfouiller un petit peu tout ça. Donc elle me programme ma première celloscopie, où de là, elle va trouver... Bon, moi j'ai déjà été endormie des dizaines de fois, donc ça ne me faisait pas peur, je n'étais pas stressée. Je me remets très vite de mes anesthésies générales. Hein. Une heure plus tard, je suis debout. Hein. Je marche avec ma perf. Enfin voilà, je suis très résistante à la douleur. Résistante. Je vais faire donc ma celloscopie qui va durer, ils m'ont gardé 2 jours. Au compte rendu, elle a rétabli une trompe qui n'allait pas bien. Elle a enlevé un kyste qu'elle a fait analyser par la suite et qui était bénin et qui n'était pas du tout une tumeur. Ok. Bon, au vu de tout ça, on va commencer les IAC, c'est-à-dire les inséminations artificielles. Quoi? C'est quoi ça? Retombage de larmes, je ne peux me confier à personne, les grossesses arrivent, et les grossesses arrivent de mes collègues, de mes copines, de mes ceci, de mes cela, ça commence à me faire beaucoup de mal. Moi, j'ai envie de crier ma haine, j'ai envie de dire, mais pourquoi j'ai pas le droit, pourquoi moi qui ai tant d'amour à donner à cet enfant, nous qui avons tant d'amour à donner à cet enfant, ne veut pas venir naturellement. Et là, les inséminations vont commencer. Donc pas les FIV, hein, les inséminations. Parce qu'ils aimaient bien à l'époque faire des inséminations. Ils aiment toujours bien, mais moi je trouve que ça sert à rien. Passons directement à la FIV. Arrêtez d'abîmer le corps de la femme. On en subit déjà énormément. C'est déjà très lourd comme traitement. Arrêtons, s'il vous plaît, arrêtons. Alors après, c'est peut-être des problèmes moindres pour certains couples qui peuvent avoir la chance de... La femme peut avoir la chance de tomber enceinte par insémination artificielle. Mais toutes les inséminations artificielles que j'ai vues, et malheureusement avant c'était le protocole, on commençait par les inséminations artificielles et ensuite par la FIV, parce que les FIV sont des traitements très lourds pour les jeunes. Donc voilà, je suis munie de mon petit 100% ainsi que Monsieur J. On me donne tout un protocole où je vais devoir me piquer à heure fixe, où je vais entendre parler de stimulation ovarienne pour faire grossir les ovocytes qui plus tard deviendront des follicules. On va devoir se rendre toutes les 48 heures dans ce centre qui est à 1 heure de chez nous. Moi, je commence à 7 heures le matin. Monsieur J commence à 6 heures. Ouais, 6 heures. Donc, il faut tout réorganiser et dire à nos patrons que, bah oui, on sera un petit peu en retard parce que nous entrons dans ce protocole. J'ai un patron conciliant, il a un patron conciliant, enfin ma cadre est conciliante, son patron est conciliant, donc ça marche dans les deux sens. Je me rends donc maintenant à Bagnolet, qui sera mon centre. Je rendrai toujours visite à ma gynéco où est situé son cabinet, mais c'est là-bas que tout se fera. Je commence donc les piqûres chaque soir, alors Purégon, Ovitrel, Befmola, Befmola, je crois que c'est ça. Quand je vais à la pharmacie, je me retrouve avec des boîtes comme ça, des stylos à insuline aussi. Je me dis, mais c'est quoi ça? Bon, je suis aide-soignante, je peux me faire mes piqûres moi-même, donc pas besoin d'appeler une infirmière. Puis, voilà le moment aussi, pendant les inséminations artificielles, où on vous dit, vous devez faire l'amour à heure fixe. C'est-à-dire, vous stimulez quand même vos ovocytes
qui deviennent de gros follicules et que après, avec le sperme, on va sélectionner les meilleurs spermes quand votre chéri fera son recueil le jour du transfert. Enfin, c'est pas un transfert là, parce que c'est pas des embryons qu'on nous injecte. C'est une pipette avec les meilleurs spermatozoïdes qui ont été sélectionnés, vraiment sélectionnés avec soin dans ce laboratoire. Et on va nous injecter cette pipette avec les meilleurs spermatozoïdes qui va venir féconder le follicule et qui va faire bébé ou pas. Donc là, on ne parle pas de FIV. Donc je commence à me piquer tous les soirs. Et la gynéco qui nous rappelle alors, surtout, Madame Corneille, pensez bien, ce soir c'est votre ovulation, donc allez-y. Donc tu vas baiser, c'est le mot, tu vas pas faire l'amour. Tu vas baiser, 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 même si tu n'en as pas envie, dans toutes les positions. Tu vas mettre les pattes en l'air. Tu vas attendre que le truc il sèche. Tu vas pas aller prendre ta douche. Tu vas limite attendre le matin. En fait, le matin, tu te lèves, t'as tout qui coule. Je suis désolée, c'est comme ça, c'est le mot. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et puis va venir le jour du, voilà, vous déclenchez. Déclenchez votre ovulation et à ce moment-là, faites l'amour. Donc tu vas faire l'amour, tu n'en auras pas envie. Ton conjoint n'en aura pas envie parce que ça sera fait machinal. Pendant l'acte, tu vas penser à quoi? Je suis en train de faire l'amour pour faire un bébé. Je suis en train de faire l'amour pour faire un bébé. Faites que ça marche, faites que ça marche. Ce n'est pas du tout une partie de plaisir de faire l'amour dans ces conditions. C'est même atroce. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de jouissance. Il ne faut pas me parler d'orgasme ou de jouir pendant ces moments-là. Ah non, pas du tout. Alors là, vous oubliez. Je dirais même que c'est un dégoût. Et puis vient le fameux jour où on te dit, voilà, ça y est, votre chéri a fait son recueil, Monsieur J a fait son recueil, vous êtes déclenché par ces fameuses hormones. Donc si je me souviens bien, la piqûre c'est l'Ovitrel, qui existe toujours et qui est toujours d'actualité parce que pour les filles on s'en sert aussi. Et je me retrouve à quatre pattes, allongée, les jambes sur les étriers, en train d'attendre que la gynéco arrive et qu'elle ramène sa pipette pour me l'injecter et me dire voilà, maintenant vous attendez 14 jours, comme pour une fille. Et là, c'est les 14 jours les plus longs de ta vie. Tu palpes tes seins, à chaque fois que tu vas faire pipi, tu regardes s'il n'y a pas de sang. C'est un enfer. Il y a tout qui te passe par la tête. Dès que tu as un moindre signe, tu crois que ça y est, t'es enceinte, ça y est, mon Dieu, ça y est, ça a marché. Mais pas du tout en fait. Pas du tout. Les 14 jours passent et puis tu fais ta prise de sang. Ou alors tu as tes règles. Si tu sais que tu as tes règles, c'est mort. Si tu as fait ta prise de sang, tu as encore un tout petit espoir qui réside. Et puis non, 5 unités. Ok. 5H bêta-HCG. Bêta-HCG, l'hormone de grossesse, qui détermine l'hormone de grossesse. Ok, je suis pas enceinte. Tu retournes au boulot. Tu annonces à tes collègues que ça n'a pas marché. Parce que tes collègues, elles sont impatientes, elles sont contentes. Enfin, pas les connasses, les gentilles. À savoir qu'après, dans l'établissement où j'étais en gériatrie, dans cette EHPAD, on était 4 à être suivis par la même gynéco. 4 en infertilité. Donc forcément, entre pleurs, entre joie, entre espoir, on se soutenait. On allait pleurer dans les chariots à nursing, où on allait rire. Où, voilà, heureusement qu'elles ont été là, elles ont été mon salut. J'ai fait 3 inséminations artificielles qui n'ont pas marché, qui ont détruit mon corps, et je pense que cette gynéco aurait dû passer par les fils directement. Voilà. Donc pour l'instant, on va s'arrêter sur les inséminations artificielles, qui à mon sens, j'espère aboutissent pour certains couples. Pour moi, elles n'ont pas abouti. Cette année-là, j'ai subi une celluloscopie, une hystérosalpingographie qui m'a démolie, des piqûres, des sautes d'humeur,
Je suis devenue anorexique parce que je mangeais plus rien. Un couple pas forcément soudé, pas forcément du tout soudé, comme je pourrais l'être avec mon chéri actuel. Vraiment pas. Et pourtant, on n'est qu'au début du parcours qui va être bien plus terrible par la suite, je vous l'assure. Donc voilà, aujourd'hui on a parlé des inséminations artificielles qui pour moi ne servent à rien, qui abîment le corps des femmes. Et s'il vous plaît les gynécos, remettez-vous en cause. La PMA surtout, remettez-vous en cause et arrêtez de faire subir ça aux femmes. Parce que ça ne sert à rien. Sur 25 personnes que je connais qui ont fait des inséminations artificielles, aucune n'a marché. Alors peut-être que dans mes abonnés, il y en a pour qui ça a marché, mais pour les gens qui ont un problème, c'est-à-dire un problème de spermogramme ou un problème d'infertilité autre, que ce soit les endométrioses, les OPK, des adhérences, comme moi un taux hormonal très bas, c'est-à-dire que je n'ovule pas bien. Arrêtez de nous faire subir ça. Arrêtez s'il vous plaît. Voilà les filles. N'hésitez pas à vous abonner. La prochaine fois, on va parler de la FIV. Comment je suis rentrée en FIV. Comment se sont passées les FIV. Après, je vous raconterai l'histoire de Gabriel. Comment j'ai perdu Gabriel. Comment j'ai fait face à ça. Les violences gynécologiques que j'ai subies et qu'on a toutes subies. Pas toutes, j'espère, mon Dieu. Après, je vous parlerai de mes 2 grossesses extra-utérines où j'ai perdu mes 2 trompes. On parlera aussi des accouchements douloureux. On parlera aussi de ces conjoints qui poussent la femme à faire des enfants alors qu'elles ne le veulent pas pour le moment et qu'elles veulent se consacrer à leur carrière. On parlera de la parentalité bienveillante. On parlera de tout ce qui tourne autour de cette putain de PMA. Alors putain, parce que c'est dur, parce que c'est long. Et au final, on a quand même notre bébé. Donc merci la science. Mais la science a quand même beaucoup de progrès à faire. Voilà. Je vous fais des gros bisous les filles. J'espère que vous allez toutes bien et que cette vidéo vous a plu.